La famille Magwad vivait une vie paisible et heureuse jusqu'à ce que des meurtres horribles viennent détruire leur vie. Mais qui a bien pu vouloir s'en prendre à eux ? Bien souvent, le coupable est plus proche qu'on ne le pense. Je vais vous raconter leur histoire. Aujourd'hui, on voyage en Asie. Notre histoire se déroule dans les Philippines, dans la ville de Mlang, dans la province de Cotabato. La ville de Mlang, c'est une ville de 100 000 habitants où il fait toujours chaud, une ville très verte, avec beaucoup de végétation, qui est traversée par une rivière. La famille Magwad se compose de 4 personnes. On a les parents, Cruz et Lovella, qui sont tous les deux enseignants dans un lycée. Et puis on a leurs enfants, Gwyn et Louis. Alors, je dis enfants, mais ils sont déjà grands, hein. Le plus jeune, c'est Louis, que sa famille appelle également Boy Boy ou Boboy. Et Boboy, eh bien, il a 16 ans, il est au lycée et il rêve de devenir architecte. Sa grande sœur Gwyn, quant à elle, a 18 ans. Et elle étudie pour devenir infirmière. Tous les deux sont très gentils, très bons élèves, tout le monde n'a que du bien à dire d'eux. C'est une famille très saine, qui baigne dans l'amour, c'est une famille qui communique facilement, une famille qui fait plein d'activités ensemble. Enfin, vous voyez le genre, vraiment une famille dans laquelle il fait bon vivre. Et pour illustrer mes propos, je vais vous montrer un album photo que Gwyn avait offert à ses parents. Album photo qu'elle a rempli de plein de mots d'amour et de souvenirs en famille. Je vais vous en lire quelques-uns pour que vous voyez un peu la relation qu'elle a avec ses parents. Personne ne pourra t'aimer autant que ta maman. Personne ne prendra soin de toi mieux que ton papa. Mon père m'a fait le plus beau des cadeaux. Il a cru en moi. J'aime ma mère comme les arbres aiment l'eau et le soleil. Elle m'aide à grandir, à réussir et à me dépasser. Enfin bref, vous l'aurez compris, les Magwad sont une belle famille très soudée. Cruz et Lovella ont un couple d'amis à qui ils rendent visite très fréquemment, qui a embauché une femme de ménage. Alors je dis femme de ménage, mais c'est plutôt une adolescente de ménage, puisqu'elle n'a que 17 ans, et cette adolescente vit chez eux à plein temps, elle a sa chambre dans la maison, et dès qu'ils ont besoin de son aide, eh bien, elle doit se rendre disponible. Cette adolescente s'appelle Janice Sebial. Comme Gwyn et Janice ont quasiment le même âge et que Gwyn se rend très souvent chez ses amis de la famille, eh bien, les deux jeunes filles discutent à chaque fois, et à force de discussion, elles deviennent amies, il y a vraiment une belle complicité qui se crée, elles deviennent très proches, elles se confient l'une à l'autre et Janice se met à raconter son histoire à Gwyn, une histoire absolument terrible, elle n'a pas du tout eu la même chance que Gwyn dans la vie. Ses parents sont morts quand elle était toute petite, elle a été placée dans des familles d'accueil puis finalement à l'orphelinat. Aujourd'hui, elle doit cumuler son travail et ses études, et c'est très difficile pour elle, elle a vraiment du mal à réussir à faire ses devoirs, etc. Donc Gwyn propose son aide, Gwyn l'aide à faire ses devoirs, mais ce qui inquiète le plus Janice, c'est que lorsqu'elle sera majeure, eh bien le gouvernement va cesser de l'aider, elle sera livrée à elle-même, or son plus grand rêve, c'est de faire des études et elle a peur de ne pas pouvoir y accéder. Gwyn est hyper touchée par l'histoire de Janice. C'est quelqu'un qui a le cœur pur, qui est vraiment généreuse, et quand elle entend cette histoire, elle se dit qu'elle ne peut pas rester sans rien faire, surtout qu'elle s'est vraiment rapprochée de Janice. C'est devenu une amie proche, donc elle demande à ses parents si c'est pas possible de faire quelque chose pour Janice, et plus particulièrement de l'adopter, afin que comme ça, ils puissent l'aider à faire des études plus tard. Alors Cruz et Lovella sont un petit peu réticents au début, mais devant l'insistance de leur fille, ils se disent « Ok, allons-y, on le fait » et ils adoptent Janice en juillet 2021. Après tout, c'est une jeune fille polie, travailleuse, qui fait tout pour s'en sortir malgré les obstacles, et puis elle est quasiment majeure, donc il n'y a apparemment aucun inconvénient à l'adopter, à part bien sûr le côté financier, mais ça voilà, ils ont tous les deux un travail stable, c'est pas trop un souci pour eux. Janice est traitée comme un membre de la famille à part entière, elle est vraiment bien intégrée dans la famille, comme si elle en avait toujours fait partie. Boy Boy, dès qu'elle est arrivée à la maison, il lui a laissé son lit parce qu'il n'y avait pas assez de lit, donc il dort maintenant sur le canapé pour que Janice puisse dormir dans la même chambre que Gwyn. Et puis Gwyn est super contente d'avoir une nouvelle petite sœur. Elles font plein d'activités ensemble, elles étudient ensemble, elles dansent, elles font des TikTok. Enfin bref, ce que font les jeunes de cet âge-là. Et la famille part également en vacances tous ensemble. Bon, je vous cache pas qu'il y a aussi des problèmes. La vie n'est pas non plus toute rose. On parle quand même d'une adolescente qui a eu une vie horrible, qui a connu la misère, qui sait pas ce que c'est que de faire partie d'une vraie famille. Donc il lui faut un peu de temps pour s'adapter et un
un jour, eh bien, il y a 10 000 pesos en liquide qui ont disparu chez les Maguad. Donc Cruz et Lovella commencent à chercher cette somme d'argent et ils finissent par la retrouver dans le sac d'école de Janice. Mais Janice se confond en excuses, elle leur assure qu'elle comptait les rembourser, qu'elle est vraiment désolée, qu'elle ne recommencera pas, et ils décident de lui pardonner. Ils se disent qu'ayant connu la misère, elle doit avoir l'habitude de voler, elle ne se rend pas compte que ce n'est pas quelque chose qu'on fait, qui plus est au sein de sa famille. Janice semble également avoir un petit côté sombre, elle aime bien par exemple les films d'horreur, et plus particulièrement le film Esther, ou L'orpheline pour les Québécois, et c'est un film, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui parle d'un couple avec des enfants qui adopte une orpheline qui a l'air d'une petite fille modèle, toute polie, toute sage, bien habillée. Et en fait, petit à petit, elle révèle sa vraie personnalité. Étant donné que c'est un film d'horreur, vous imaginez bien qu'il se passe des choses terribles. Et Janice est particulièrement fan de ce film. Alors avoir sous son toit une orpheline qu'on vient d'adopter et qui est fan du film Esther, franchement, c'est bien flippant. Alors Cruz lui dit qu'il a déjà vu ce film, qu'il ne l'a pas aimé et qu'il ne veut pas qu'elle le regarde au sein de la maison pour être tranquille, mais vraiment Janice, c'est son film préféré. Mais ce qui est le plus difficile à vivre pour les Maguad, c'est que petit à petit, Janice devient feignante. Elle rechigne à faire les tâches à la maison, donc à faire le ménage, la vaisselle, etc., à aider aux tâches ménagères. Et ils ont beau lui en parler, ça ne change rien. Janice dit « Ah oui, désolée, c'est vrai, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça », mais pour autant, son comportement ne change pas. Je vous rappelle que c'était un critère déterminant dans son adoption. Les Maguad se sont dit « On l'adopte parce qu'elle est polie, parce qu'elle est bosseuse, parce qu'elle va pas nous créer de problèmes particuliers, et en échange, nous, on l'aide pour faire ses études, etc. » Or, il se retrouve finalement avec une adolescente rebelle qui n'aide pas à la maison, qui devient un poids et qui, en plus de ça, est quasiment majeure. Donc à son âge, elle devrait quand même être capable d'aider aux tâches ménagères. Sauf qu'il se retrouve à devoir refaire son éducation, quoi. Le 10 décembre 2021, soit 5 mois après l'adoption de Janice, Cruz est au travail en train de faire des réparations dans le lycée où il travaille quand il reçoit un appel très inquiétant. À l'autre bout du fil, c'est un voisin à lui qui lui explique qu'il est passé devant sa maison, qu'il a jeté un coup d'œil par la fenêtre et que tout était retourné à l'intérieur de la maison. Tout semblait avoir été fouillé, les placards étaient vidés, etc., comme s'il y avait eu un cambriolage. Cruz est tout de suite très inquiet. Il lâche immédiatement ce qu'il était en train de faire et il court chez lui, parce que chez lui, il a laissé ses 3 enfants, Gwyn, Boy Boy et Janice. Et quand il essaye de les appeler, eh bien, personne ne répond. Quand Cruz arrive, il trouve les 2 portes d'accès à la maison verrouillées de l'intérieur, donc il ne peut pas accéder à l'intérieur de la maison. Il continue à crier le nom de ses enfants, mais pas de réponse, donc il est contraint de casser une fenêtre dans sa propre maison pour y entrer. Et une fois à l'intérieur, il continue d'appeler Gwyn, Louis, Janice, personne ne répond. Donc il avance dans la maison et au moment où il arrive dans le salon, il est saisi par une vision d'horreur. Devant lui se trouve sa fille Gwyn, enroulée dans une couverture imbibée de sang. Gwyn est morte. Elle a reçu 32 coups de couteau, principalement sur le haut du corps, le cou, le visage, le torse. Des coups de couteau tellement violents qu'on voit l'intérieur de son corps. Elle a des plaies béantes et le tueur s'est tellement acharné au niveau de son cou qu'elle est quasiment décapitée. Elle a une oreille coupée et son bras droit également est quasiment détaché de son corps. Et ce n'est pas tout, puisque le criminel qui a fait ça s'est également acharné sur elle avec d'autres armes. Elle a des hématomes partout sur le corps, elle a des fractures. Son corps est vraiment massacré. Et ce qui est horrible, c'est que Gwyn n'est pas morte sur le coup. Elle s'est vue mourir. Elle a beaucoup souffert. Comment on le sait ? Eh bien, ses mains sont violettes. Ses mains sont un hématome géant plein de coupures, tellement elle s'est défendue, tellement elle a essayé de lutter pour sa survie. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Gwyn ne semble pas être morte depuis très longtemps, mais son sang a quand même commencé à coaguler et il y a déjà des insectes sur son corps. Ensuite, Cruz lève la tête et un peu plus loin, il aperçoit le corps de son fils Boy Boy. Le tueur s'est acharné encore plus sur Boy Boy puisqu'il a reçu
51 coups de couteau, lui aussi principalement au visage, au cou, au torse, le haut du corps. Contrairement à sa sœur, Boy Boy a été ligoté et il a également été bâillonné, il a comme une serviette dans la bouche et par conséquent il n'a pas de blessure de défense. Il a par contre, comme sa sœur, également des hématomes et des fractures, donc il a été massacré par plusieurs armes. Boy Boy a également été étranglé, en tout cas il a subi au minimum une tentative d'étranglement puisqu'il a une marque rouge autour du cou. Les blessures des deux adolescents sont tellement graves, tellement sévères, que le thanatopracteur a mis plus de 2 jours à réussir à préparer leur corps pour leurs funérailles. C'est vous dire la vision d'horreur que Cruz a eue. Imaginez rentrer chez vous et découvrir cette scène, c'est absolument atroce. Autour des corps, il y a des bouteilles brisées, un couteau qui a donné des coups tellement violents que le manche s'est brisé, qu'il ne reste que la lame, et il y a également une batte de baseball et un marteau. On comprend assez rapidement qu'il s'agit des armes du crime, qu'il y a donc plusieurs armes du crime, et que les enfants ont donc été massacrés à coups de couteau, à coups de marteau et à coups de batte de baseball. Mais il reste une enfant qui n'est pas présente dans le salon. Sa fille adoptive, Janice, qui ce matin-là l'a appelé papa pour la première fois. Alors Cruz l'appelle. Et Janice descend les escaliers. Elle est vivante. Elle a le visage torturé par la peur et elle se jette dans les bras de Cruz, qui la serre très fort et essaie de la réconforter comme il le peut, sachant que lui-même est en état de choc. Et il appelle la police. Les policiers font le tour de la maison, ils saisissent les armes du crime, ils relèvent les empreintes, ils ramassent des cheveux, et puis ils sortent. Et d'abord, devant la porte d'entrée, juste à côté, ils découvrent un t-shirt imbibé de sang. Sûrement le tueur qui l'a jeté là avant de prendre la fuite. Et puis quelques centaines de mètres plus loin, dans un fossé, ils découvrent dans un sac plastique le reste de la tenue, c'est-à-dire un sous-vêtement et un pantalon. Alors eux aussi sont tachés de sang, mais ils ont été nettoyés, comme si la personne avait tenté de faire partir le sang avant de les jeter là. Au vu de la scène de crime, ça semble évident pour les policiers qu'il y a plusieurs coupables. Il a fallu réussir à maîtriser Boy Boy, le ligoter, et puis ensuite il y a plusieurs armes qui ont été utilisées, 3 au total, un couteau, une batte de baseball et un marteau, donc ils se disent qu'il y a sûrement 3 suspects à retrouver. Le problème, c'est que tout ce qui est empreintes, cheveux, etc. ne donne rien. Donc ils décident de médiatiser l'affaire afin de demander l'aide du public. On ne sait jamais, quelqu'un a peut-être vu ou entendu quelque chose. Mais cette médiatisation n'a pas l'effet escompté puisqu'au lieu d'obtenir des indices, des témoignages ou quoi que ce soit, eh bien, ce qu'ils obtiennent, c'est un acharnement contre Janice. Les internautes sont persuadés que c'est elle qui est coupable des meurtres. Ils se mettent à l'insulter et carrément à la menacer de mort. Certains lui disent effectivement que s'ils la croisent dans la rue, ils n'hésiteront pas à la tuer. Les meurtres de Gwyn et Boy Boy ont beaucoup ému le public et ils ont une cible à abattre, Janice. Alors on pourrait tenter de la plaindre, la pauvre, elle vient de survivre à une attaque horrible, elle est probablement complètement traumatisée et en plus maintenant les internautes s'acharnent contre elle et la menacent de mort. Mais Janice est arrêtée. Je vais maintenant vous donner la version des faits donnée par Janice le jour de son arrestation et ensuite on verra si ça colle ou pas avec les preuves qui ont été retrouvées sur place. Janice explique qu'elle était en train d'étudier à l'étage dans la chambre qu'elle partage avec Gwyn quand soudain elles ont entendu Boy Boy au rez-de-chaussée hurler en leur disant que 3 hommes venaient d'entrer dans la maison. Alors Janice et Gwyn ont descendu les escaliers pour voir ce qui se passait. Ils ont vu 3 hommes en train d'attaquer Boy Boy. Alors Janice, terrifiée, est vite remontée à l'étage, se cacher sous le lit de la chambre, tandis que Gwyn n'a pas eu le temps de fuir et a été attrapée par les 3 hommes. Janice explique que sous le lit, elle a essayé de rester la plus silencieuse possible pour ne pas que les hommes remarquent qu'elle était là. Cependant, elle a quand même tenté de passer des appels. Elle a notamment tenté d'appeler sa mère. Elle a également envoyé des SMS. Et puis, elle a publié 2 messages sur Facebook. Une première publication qui est simplement à l'aide et une seconde qui dit « Les gars, à l'aide s'il vous plaît, quelqu'un est entré dans la maison, je suis cachée dans la chambre, à l'aide !» Elle explique avoir supprimé ces messages par la suite parce que vu qu'elle ne savait pas qui étaient les tueurs, elle avait peur
qu'il voit sur Facebook qu'elle avait publié ça et donc qu'il sache qu'elle était sous le lit. Et elle va même jusqu'à changer son identité sur Facebook parce qu'elle a peur qu'on sache qu'elle est la sœur de Gwyn et Boy Boy. Donc en gros, elle a changé de nom sur Facebook pour qu'on ne sache pas qu'elle faisait partie de la famille. Elle a le temps de faire tout ça sous le lit, comme ça, planqué. Au bout d'un moment, la maison est silencieuse, alors Janice sort de sous le lit, mais elle a peur de descendre. Elle a peur de ce qu'elle va trouver au rez-de-chaussée, donc comme elle ne sait pas trop quoi faire, eh bien elle décide de prendre un bain pour se détendre. Alors effectivement, quand Janice a sauté dans les bras de Cruz, il a remarqué que ses cheveux étaient mouillés, ça l'a un peu surpris, mais bon, il avait autre chose à penser sur le moment, donc il n'y a pas trop fait attention. Mais finalement, c'est pas cette information qui choque le plus les enquêteurs, hein. C'est surtout que les propos tenus par Janice sont complètement incohérents. Ça n'a rien à voir avec les preuves qu'ils ont trouvées. Déjà, dans sa version des faits, Boy Boy a été attaqué en premier. Or, il a été ligoté, donc ça semble assez logique que le ou les tueurs aient ligoté Boy Boy pour pouvoir s'en prendre tranquillement à Gwyn. Donc ce serait Gwyn qui aurait été attaqué en première. Et en plus de ça, le sang de Boy Boy, à l'arrivée des policiers, était encore frais, il coulait encore, tandis que le sang de Gwyn avait déjà coagulé. Donc on sait que Boy Boy est mort en deuxième. Mais ce n'est pas tout, il ne croit pas une seule seconde que Janice ait pu survivre en se cachant sous le lit, puisque toutes les pièces, sans exception, donc la chambre y compris, ont été retournées par les tueurs. Donc c'est impossible qu'il n'aurait pas trouvé Janice sous le lit. C'est vraiment l'endroit où on regarde quand on cherche quelque chose. Dans la version de Janice, il s'agit d'un cambriolage qui aurait mal tourné, des hommes qu'ils ne connaissent pas, qui se sont introduits dans la maison et qui ont décidé de tuer toutes les personnes présentes avant de cambrioler la maison, mais en fait, rien n'a été volé. La seule chose qui a disparu, c'est le téléphone portable de Gwyn. Ça fait vraiment un butin très maigre pour un cambriolage. Et puis en plus, les tueurs se sont littéralement acharnés sur Gwyn et Boy Boy. Logiquement, s'il s'agit d'un cambriolage, ce qu'ils veulent, c'est voler. Donc, même s'ils décident de tuer les occupants de la maison, ils vont le faire de manière rapide et efficace. Ensuite, ils font leur cambriolage et ils repartent rapidement. Or là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont entrés, ils se sont acharnés pendant longtemps sur Gwyn et Boy Boy, visiblement avec l'envie de les faire souffrir un maximum, et puis ensuite, ils ont retourné toute la maison sans rien voler, enfin juste le téléphone de Gwyn, puis ils sont allés tranquillement faire une lessive dans la buanderie, et enfin ils sont partis. Pour les policiers, c'est évident, les tueurs en avaient après Gwyn et Boy Boy. Leur cible, c'était eux, ils sont entrés dans la maison dans le but de les tuer et ils les connaissaient probablement. Autre incohérence, Janice explique être restée à l'étage, elle explique qu'elle avait peur de descendre au rez-de-chaussée, or quand Cruz est arrivé, les portes étaient verrouillées de l'intérieur. C'est impossible que les tueurs aient pu s'échapper avec les portes verrouillées. Donc il a fallu que Janice descende, refermer les portes, c'est obligé. Et puis au lieu de mettre des publications sur Facebook qui ne servent à rien puisque quand les gens tentaient de la rappeler, elle ne répondait pas, pourquoi ne pas avoir appelé la police ? Eh bien Janice explique tout simplement qu'elle avait peur de faire du bruit en parlant au téléphone. Bon ça peut se comprendre, mais après les faits, sachant que les tueurs étaient partis, pourquoi ne pas appeler à l'aide plutôt que prendre un bain ? Sa réaction n'a pas vraiment de sens. Les policiers interrogent ensuite Cruz, qui est le premier à être arrivé sur les lieux. On ne sait jamais, il a peut-être vu des choses importantes pour l'enquête, donc ils lui font part de leurs doutes quant à la culpabilité de sa fille Janice. Et Cruz leur répond que c'est impossible, franchement, il ne voit pas du tout Janice faire ça, il n'y croit pas une seule seconde. Mais en y réfléchissant bien, c'est vrai qu'il y a des choses qui le perturbent. En effet, les armes utilisées par les tueurs proviennent toutes de l'intérieur de la maison. Alors non seulement elles appartiennent à la famille, mais en plus, elles étaient cachées. C'est-à-dire que le couteau, ok, il était dans la cuisine, ils auraient pu le trouver sans problème, mais la batte de baseball se trouvait dans le lit où dort Janice, et le marteau, encore pire, il était vraiment hyper bien caché derrière la machine à laver. C'était impossible de le trouver sans connaître la cachette. Les policiers sont maintenant convaincus à 100% de la culpabilité de Janice, mais ils font face à un problème de taille. Janice est mineure. Et le problème, c'est que
aux Philippines, comme dans la plupart des pays du monde, les mineurs sont protégés par la justice. On ne peut pas faire la même chose avec un mineur qu'avec un adulte. Et c'est notamment très compliqué de faire condamner un mineur sans preuves vraiment solides. Or là, ce qu'ils ont, ce sont des preuves circonstancielles. Ils ont besoin de plus. La seule chose qu'ils ont trouvée comme preuve matérielle physique, ce sont les empreintes de Janice sur les armes. Mais Janice vit dans la maison. Donc c'est assez logique que ces empreintes soient retrouvées là. Ça ne tiendra jamais au tribunal. Janice reste tout de même enfermée dans un foyer sous la responsabilité de travailleurs sociaux et elle prend un avocat. Et là, coup de tonnerre, alors que jusque-là, elle maintenait son innocence, eh bien, elle avoue tout à son avocat, elle avoue tout en fait devant la pression des Philippins qui veulent tous sa mort. Ça lui fait peur, donc elle préfère prendre les devants et tout avouer. La police réinterroge alors Janice, qui avoue tout à nouveau. Donc elle leur explique que oui, elle est coupable, qu'elle a agi avec 2 garçons. Donc un qui est son petit ami, et un autre qui est un ami d'enfance qu'elle a connu à l'orphelinat, un garçon qui s'appelle Esmeraldo Cañedo, et elle explique que ces 2 garçons sont venus ensemble à la résidence des Maguad afin de tuer Gwyn et Boy Boy. Mais pourquoi est-ce que Janice a fait ça ? Je vous ai bien expliqué qu'elle était très bien intégrée au sein de la famille, que tout le monde la traitait avec beaucoup d'amour et de respect. Gwyn, c'était comme sa meilleure amie, elle passait tout leur temps ensemble. Boy Boy lui avait laissé son lit, vraiment tout le monde l'appréciait. Mais pour Janice, ce n'était pas assez. Elle voulait l'attention rien que pour elle. On parle d'une jeune fille qui raconte qu'elle est orpheline, qu'elle a grandi en foyer, puis à l'orphelinat, elle n'a jamais vraiment connu l'amour d'une famille, l'amour d'un papa et d'une maman, et le fait de devoir partager cet amour avec un frère et une sœur la dérange. Elle se met particulièrement à détester Gwyn, qu'elle voit comme une espèce de rivale. Elle aimerait prendre la place de Gwyn. Elle est jalouse de l'amour que ses parents lui portent. Elle veut être Gwyn, elle veut sa vie. Et pour ça, elle n'a trouvé comme solution que de tuer Gwyn et Boy Boy. C'est d'ailleurs pour ça que le matin des meurtres, elle a appelé Cruz et Lovella papa et maman pour la première fois, parce qu'elle s'est dit, ça y est, je vais devenir fille unique, je vais être chouchoutée, je vais avoir tout l'amour rien que pour moi. Alors, Janice avoue sans trop de problèmes, je vous ai dit que l'un de ses complices est Esmeraldo Cañedo, c'est un garçon de 17 ans qui travaille comme sacristain dans l'église locale. Par contre, elle est un peu réticente à donner l'identité de l'autre garçon et elle finit par dire qu'elle a menti et qu'elle n'a pas de petit ami. Alors, est-ce qu'il y avait réellement un 3e suspect ou pas ? On ne sait pas, il n'y a jamais aucun indice qui a été retrouvé en ce sens. Donc elle a probablement agi seule avec Esmeraldo. Et la culpabilité d'Esmeraldo est prouvée assez facilement puisque les vêtements ensanglantés retrouvés par les policiers lui appartiennent. Par contre, on ne sait pas comment les 2 adolescents ont planifié le meurtre. On ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit, ce qu'ils ont fait, pourquoi Esmeraldo a accepté d'agir, puisque lui n'avait rien à voir dans cette histoire. On ne sait rien de tout ça, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, les mineurs sont protégés et la police a refusé de donner des informations sur les interrogatoires. En plus de ça, Esmeraldo et Janice n'ont pas non plus donné de grands détails aux enquêteurs, donc peut-être qu'eux-mêmes n'en ont pas parlé. Bon, en tout cas, voilà, on ne saura probablement jamais comment ça s'est passé exactement. Ce qui est sûr, c'est que Janice est une personne bien mystérieuse, puisqu'après son arrestation, les Philippins ont enquêté et découvert qu'elle mentait aussi sur sa vie. Et oui, Janice n'est pas orpheline. Elle racontait ça pour faire pitié. Elle aimait bien raconter que ses parents étaient morts pour que les gens la plaignent, alors qu'en fait, ses parents sont bien vivants. Elle a un papa, une maman, ainsi qu'un frère et une sœur. Les parents de Janice s'appellent Michel et Juanito Cebial et ils se sont séparés alors que Janice n'avait que 3 ans à cause de l'addiction aux jeux d'argent de son papa qui était en train de les ruiner. Donc la maman a récupéré ce qu'elle pouvait récupérer comme argent pour tenter d'élever ses enfants du mieux qu'elle pouvait. Malheureusement, ça n'a pas trop fonctionné. Janice a quand même grandi dans la pauvreté, dans des conditions assez compliquées et finalement la famille a éclaté, il y a des enfants qui ont été placés. Janice, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais elle a disparu vraisemblablement puisqu'il y avait un avis de recherche pour la retrouver, mais elle n'a jamais été retrouvée, en tout cas par sa maman, mais elle a été retrouvée ailleurs, dans une autre partie du pays, et les policiers n'ont pas réussi à faire le lien entre elle
et sa famille. Elle avait 8 ans, elle était toute seule sur un bateau. Donc ils ont mis des avis pour essayer de retrouver des personnes qui la connaissaient, mais comme personne ne s'est manifesté, eh bien, elle a été placée en famille d'accueil. Donc là-dessus, c'est vrai. Mais elle a quand même grandi dans une famille jusqu'à ses 8 ans, donc il y a quand même un gros mensonge sur sa vie. Bon, on pourrait se dire que c'est arrivé quand elle était très jeune, peut-être qu'elle ne s'en souvient pas, mais non, puisqu'en 2020, sa maman, Michelle, a réussi à retrouver sa trace. Sa maman est venue la voir, elle lui a proposé de renouer les liens, de refaire partie de la famille, mais Janice a refusé en expliquant qu'elle ne voyait pas l'intérêt de côtoyer sa famille étant donné qu'ils étaient trop pauvres et qu'ils n'avaient rien à lui apporter. La police a demandé à Michelle Sébial si elle acceptait de rendre visite à Janice en prison afin d'essayer d'avoir une discussion avec elle et d'obtenir plus d'informations au sujet de l'affaire. Alors Michelle a accepté, mais c'est Janice qui a refusé, elle ne voulait pas voir Michelle et ils n'ont pas pu la forcer puisque le lien de parenté entre Michelle et Janice n'a pas pu être prouvé formellement. Au tribunal, Janice n'a montré aucun remords. Bien au contraire, elle souriait, elle riait, elle levait les yeux au ciel avec dédain quand Cruz et Lovella parlaient. Enfin, vraiment un comportement horrible, elle ne s'en veut absolument pas. Et Cruz et Lovella, évidemment, étaient toujours autant effondrés, les pauvres. Lovella a crié sur Janice, elle lui a dit qu'elle était inhumaine, qu'elle ne comprenait pas comment elle avait pu faire un truc pareil. Mais bon, Janice, voilà, ça ne lui a fait aucun effet. Et finalement, Janice a été condamnée à une peine de 31 ans de prison, tandis que son complice Esmeraldo a pris 29 ans. Donc Janice a pris un petit peu plus parce qu'elle est le cerveau derrière les crimes. Tous les deux sont restés dans un foyer pour mineurs jusqu'à leur majorité, avant d'être transférés dans une prison pour adultes. Alors attention, quand je vous parle de foyer pour mineurs qui sont gérés par des travailleurs sociaux, on s'attend à un lieu assez agréable où on essaye de prendre soin des enfants et de les aider à se réintégrer dans la société, mais pas du tout. D'ailleurs, ces lieux sont même appelés maisons de l'espoir, donc on dirait vraiment que c'est un super lieu, mais en fait, c'est ni plus ni moins qu'une prison pour mineurs. Ces endroits sont surpeuplés, les enfants y vivent des violences en tout genre, enfin, c'est vraiment pas un lieu agréable. Esmeraldo et Janice n'ont pas été épargnés par la justice, je veux pas que vous pensiez ça. Et puis les prisons pour adultes, ce n'est pas mieux puisqu'il en manque, il n'y a pas assez de prisons aux Philippines, donc les prisonniers sont entassés là-dedans, ils attrapent des maladies, ils sont les uns sur les autres, et il y fait très très chaud, donc vraiment pas des conditions de vie agréables. En tout cas, Cruz et Lovella Maguad ont affirmé qu'aucune peine de prison ne pourrait alléger leur souffrance. Donc finalement, après ce procès, ils n'ont été ni satisfaits ni insatisfaits. Eux, ce qu'ils veulent évidemment, c'est retrouver leurs enfants. Mais il n'y a aucune sanction qui puisse les leur ramener, donc malheureusement, ils se contentent de cette peine, ils n'ont pas forcément d'avis là-dessus, et ils essayent tant bien que mal de continuer à vivre sans leurs enfants. L'histoire de la famille Maguad a tellement choqué les Philippins que le taux d'adoption a chuté cette année-là. Et c'est assez terrible puisqu'aux Philippines, on estime qu'il y a entre 5 et 7 millions d'enfants qui ont besoin d'être adoptés, soit parce qu'ils ont été abandonnés, soit parce qu'ils sont maltraités, soit parce qu'ils sont orphelins. Or, il n'y a que 237 adoptions par an en moyenne. C'est très très peu. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile d'être adopté aux Philippines ? Eh bien c'est parce que là-bas, l'adoption est vue comme quelque chose de négatif. C'est tout le contraire de chez nous, en France en tout cas, je sais que c'est vu comme quelque chose de noble et de respectable. La personne qui adopte a fait un beau geste, a bon cœur, alors qu'aux Philippines, dans les médias, dans les séries, dans les films, l'adoption est vraiment présentée comme quelque chose de négatif. On présente les adoptants comme des personnes infertiles et désespérées qui adoptent parce qu'elles n'ont pas le choix. Et puis on présente les enfants adoptés comme des êtres pleins de traumatismes qui ne vivront jamais une vie normale et qui vont causer des problèmes à leur famille. Il y a aussi un très fort attachement aux Philippines au lien du sang. C'est important d'avoir des enfants de son sang, de son ADN. Donc forcément, il y a cette idée selon laquelle un enfant adopté serait moins bien qu'un enfant biologique.
Et c'est tellement ancré là-bas que les organismes d'adoption essayent de confier aux familles qui souhaitent adopter un enfant qui leur ressemble au maximum pour que ça ne se voit pas que l'enfant a été adopté, puisque si ça se voit trop, eh bien les enfants se font harceler à l'école et les parents adoptants bien souvent vont même jusqu'à mentir à leurs enfants en leur faisant croire que ce sont des enfants biologiques. C'est difficile donc pour ces enfants, même une fois adoptés, de se sentir bien, de se sentir heureux, de se sentir à l'aise dans leur famille, puisqu'ils ont toujours cette idée selon laquelle ils sont moins bien qu'un enfant biologique. Et forcément, voilà, l'affaire Magwad n'a pas arrangé les choses. Je termine avec une grosse pensée, bien sûr, pour Gwyn et Boy Boy, qui sont morts de manière absolument horrible à l'aube de leur vie d'adulte. Ils avaient la tête pleine de rêves, des rêves qu'ils ne réaliseront jamais. Et tout ça à cause de leur sœur qu'ils aimaient et pour qui ils avaient fait tellement. Et en plus de ça, leur mort n'a servi à rien. Parce que ce que voulait Janice en les tuant, c'était obtenir l'amour de Cruz et Lovella. Et en fait, ce qu'elle a obtenu, c'est leur haine infinie. Sur ce, c'est la fin de cette histoire. Je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.